Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette émission de rentrée. C'est la rentrée des classes, mais aussi la rentrée pour l'émission. On est ravis de se retrouver, on est ravis d'avoir passé aussi un été qui était quand même relativement clément en France au niveau des températures. Pour une fois, on n'a pas été à souffrir, je dirais, de manière conséquente. Par contre, une grosse pensée, évidemment, pour les pays voisins, dont on a suffisamment entendu parler tout au long de l'été, qui ont subi non seulement de la chaleur vraiment intense, mais également des incendies extrêmement dévastateurs. Et ces incendies dévastateurs, c'est inquiétant. Le rapport du GIEC étant là aussi depuis le mois de juillet, où on dit qu'il faut faire attention à notre carbone pour éviter je dirais, en émettre de plus en plus. Les incendies le portent de plus en plus, mais par contre, on oublie, ou il ne faut pas oublier, que le bois est un vecteur important de captation de ce carbone. Et on le sait bien, le bois, non seulement il va le stocker, mais il va le stocker pendant de très nombreuses années tout au long de sa croissance, et même il va continuer encore de le stocker quand on va l'utiliser dans les constructions. Alors pour ce faire, pour détailler un peu cela, cette qualité de l'air associée ou plutôt conjointe par rapport à la filière bois, nous recevons aujourd'hui Dominique Cottineau. Bonjour Dominique. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, délégué de l'UICB. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on se voyait sous d'autres perspectives, sous d'autres cieux. Maintenant, Dominique, à l'UICB, qu'est-ce que c'est? On y fait quoi? Vous y faites quoi? Alors, l'UICB, c'est l'Union des industriels et constructeurs bois. C'est une organisation professionnelle qui rassemble 300 entreprises aujourd'hui, dédiées à la construction en bois et biosourcés, et également des industriels du bois construction, de produits de bois construction, qu'il s'agisse de poutres et de charpentes en lamellé collé, de panneaux CLT, de fermettes en bois, de terrasses en bois, de murs à ossature bois également, les terrasses en bois, les bâtiments agricoles en bois. Donc tous ces industriels sont regroupés au sein de l'Union des industriels et constructeurs bois, qui a additionné un certain nombre d'anciens syndicats jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. Alors, 300 entreprises représentées, c'est déjà une très belle représentation quand on sait la puissance, ou plutôt la taille de ces entreprises. Ça représente, pour un petit chiffre supplémentaire, 40 000 salariés dans cette filière directement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, qui plus est une filière qui monte en puissance et qui va forcément se développer au travers de l'évolution de la réglementation des modes constructifs, qui, on le sait, on en parlera, j'imagine, au cours de nos échanges, va donner une part plus importante aux solutions bois et biosourcées que ce qui est représenté aujourd'hui, pour accélérer, améliorer la décarbonation de l'acte de construction. Voilà, améliorer la décarbonation de l'acte de construction, améliorer évidemment cette décarbonation, elle va s'opérer par utiliser un optimum de matériaux pour le limiter, mais également le piéger. Alors, vous venez de parler, Dominique, des matériaux biosourcés. Pouvons-nous, sur un petit focus sur ce biosourcé, par rapport au bois, nous amener des précisions et comment le retrouve-t-on dans votre filière ou dans ces constructions? Qu'est-ce qui fait le bon caractère de ce biosourcé dans ce métier? Alors, le biosourcé, c'est comme son nom l'indique, tout ce qui est d'origine, on va dire, végétale. Donc, le bois est le premier de ces matériaux biosourcés, de par la masse qu'il peut représenter. On a également au sein de l'UICB un syndicat associé qui est l'AICB, qui représente les industriels des isolants biosourcés, où là on va retrouver des produits à base de chanvre, à base de laine de bois, à base de ouate de cellulose également. Donc tous ces matériaux-là qui aujourd'hui sont sous-représentés, c'est clair, dans le mix constructif. Les produits bois et biosourcés, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10% des matériaux de construction qui sont employés. Donc, le fait de vouloir
réduire l'impact carbone des constructions. Ça consiste à avoir recours à ces typologies de matériaux de façon plus importante pour à la fois, comme vous l'évoquiez Nicolas, amener la pérennisation du stockage carbone qui a été stocké au cours de la croissance de ces produits, travailler de la substitution également, et là aussi en association, bien entendu, avec d'autres typologies de matériaux. Il est clair que si les produits bois biosourcés peuvent et doivent prendre une part beaucoup plus importante dans les solutions constructives, ce ne sera pas du 100% bois et biosourcé, on s'en doute bien, parce qu'il y a des parties du bâtiment qui ne pourront pas y répondre, et puis également des typologies de bâtiments que on ne peut pas faire aujourd'hui entièrement en bois et biosourcé pour des questions structurelles, pour des questions réglementaires, pour des questions d'existence de produits. Donc, ce qui prône, c'est bien l'utilisation du bon matériau dans sa bonne quantité, au bon endroit, au bon moment. Bien entendu, de favoriser tous ces produits qui stockent du carbone et qui n'en émettent pas à leur fabrication. Mais ce que l'on a toujours à l'esprit, c'est de dire qu'il faut renforcer l'acte de décarbonation au travers de la mixité des matériaux et de leur complémentarité. On va retrouver un élément qui est cher, je dirais, à la réflexion que je porte aussi depuis quelques années, c'est on va avoir un équilibre dans ce qu'on va utiliser. On va mettre les solutions optimales les unes avec les autres, les matériaux les uns avec les autres. On va éviter de créer un excès pour se tomber dans quelques travers qui pourraient être embêtants. Moi, je voudrais vous parliez un petit peu je dirais de nouveautés constructives ou plutôt d'adaptation dans ces constructions. On retrouve le bois de plus en plus dans des bâtiments tertiaires, mais également des bâtiments d'habitation. Et quelque part, le bois est en train de prendre de la hauteur. On voit, je dirais, pousser, si je peux me permettre l'expression, on voit pousser des bâtiments qui commencent à faire 5, 6, 7, certains 8 étages, peut-être plus, à ossature ou à structure bois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir d'après vous, généraliser de plus en plus? Les entreprises sont là pour ça, elles se forment sûrement aussi par rapport à ces typologies? Bien sûr, alors ça reste aujourd'hui là aussi à date en France des choses qui relèvent encore un petit peu de l'exception. On a la tour Hyperion à Bordeaux, qui est la plus grande tour en bois aujourd'hui en France. On a bien entendu, alors cette tour, comme d'autres programmes, s'inscrivait dans le cadre de démonstrateurs qui ont été impulsés par la filière et puis les acteurs de la construction et de la maîtrise d'ouvrage, s'agissant également d'être précurseurs sur un certain nombre de bâtiments qui vont être réalisés dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. Tout cela résultant de travaux qui ont été menés notamment par France Bois 2024, qui a été là pour promouvoir les bâtiments en bois et biosourcés à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Alors justement, ces Jeux olympiques, quand on parle je dirais, non seulement de savoir-faire, et puis également de progrès dans l'esprit sportif de ce que l'on a besoin, on a aussi besoin dans les bâtiments de progresser, de se dépasser et d'atteindre les objectifs et décerner quelques médailles par rapport à ça. Pour faire un petit parallèle, peut-être un peu osé, mais on va repenser aussi, vous, je sais que c'est un peu cher à vous, puisque vous êtes du côté de Toulouse, mon cher Dominique, vous y avez passé beaucoup d'années et le passé encore. Il y a le projet Woodart, qu'on peut citer Tout à notamment fait, la cartoucherie. piloté à la cartoucherie, piloté par Jean-Christophe Acquier de chez ICAD, et qui lui aussi a pris une dimension, je dirais, environnementale et bois en tant que personne, et de grandir de cette façon. C'est un parfait exemple aussi des personnes qui ont pris conscience que notre avenir, il passait nécessairement par cette évolution sur ces métiers-là. Tout à fait. Et puis des typologies de bâtiments auxquelles on ne pense pas. On peut inciter tous les auditeurs, s'ils ne l'ont fait, à découvrir le Grand Palais éphémère, qui, sur le Champ de Mars, pallie l'organisation d'événements qu'on ne peut plus faire actuellement au Grand Palais dans le cadre de ces travaux de rénovation. Ce bâtiment magnifique de l'architecte Villemotte, qui a été réalisé d'ailleurs par l'un des adhérents de l'UICB.
On a vraiment quelque chose qui est marquant, qui est poignant. Donc on peut parler de la modernité du bois et à quelques encablures de là, on va parler aussi de la structure qu'on va retrouver à Notre-Dame qui va repartir avec sa charpente bois. Et là, on Tout à voit fait. le lien parfait entre le passé qui nous apprend beaucoup de choses, l'avenir qui va nous en démontrer beaucoup, mais finalement, la structure même, c'est cette pérennité par le bois et de toutes ses caractéristiques et je dirais de tous ses avantages, finalement. Alors, ces avantages, on parlait tout à l'heure dans la construction, on parle aussi de la réglementation. Hein. La décarbonation n'est pas du tout anodine dans la future réglementation environnementale 2020. Les moteurs de calcul sont disponibles maintenant depuis peu, hein, depuis 15 jours. Mm. Vraiment, je gageais que tous les bureaux d'études sont à l'heure actuelle sur les charbons ardents pour pouvoir faire les simulations et permettre à tout un chacun de s'adapter et d'avancer. Comment on va pouvoir, avec cette RE, quels sont les points que vous pouvez nous en dire un petit peu, Dominique, qui vont accentuer et améliorer notre qualité de l'air, incidemment, par la construction elle-même? Ouais, disons que la RE 2020 amène un certain nombre on va dire, d'évolutions assez significatives. Donc, on l'évoquait, c'est la prise en compte de l'impact carbone de la construction et de l'exploitation. Donc, ça avait été préfiguré dans l'expérimentation E plus C moins. C'est tracé maintenant dans la réglementation. C'est tracé qui plus est avec une feuille de route avec des curseurs qui se déplacent pour diminuer l'impact carbone jusqu'en 2030, progressivement jusqu'en 2030. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça permet de mettre l'ensemble des acteurs sur une courbe d'apprentissage avec une voie qui est tracée. Et Donc, avec des paliers, hein, évidemment, il y aura un jalonnement qui va se faire 2023, 25, pour aller tout jusqu'à à fait. Donc 2030. ça, c'est quelque chose d'intéressant. Après, nous devrons aussi tous acteurs de la construction réunis mesurer quelle sera l'appétence des maîtres d'ouvrage à éventuellement anticiper ces seuils. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore, hein, parce qu'il y a des réalités techniques et des réalités économiques également. Donc, il faudra que tout cela se croise habilement. Donc, c'est véritablement, je dirais à mon sens, la grosse évolution de la RE 2020. Il y a également un indicateur relatif au confort d'été. On sait que Les degrés heures. Ouais. les degrés heure, vous parliez en préambule de ces effets de chaleur qu'ont subi un certain nombre de pays. On sait très bien que même si l'été français a été peut-être plus frais que d'autres étés les années précédentes, ce n'est sans doute qu'une parenthèse. Donc il y a ce souci du confort d'été dans nos bâtiments qui a été pris en compte, appréhendé. C'est là aussi un indicateur qui est nouveau et qui nécessitera lui aussi un certain nombre de temps d'apprentissage pour véritablement se l'approprier et qu'ils traduisent bien également cette notion de confort. Bien entendu, les consommations d'énergie en lien avec leur impact carbone, là aussi, doivent être réduites. Et puis, quelque chose que j'imagine vous attendiez depuis longtemps, mon cher Nicolas, sur des mesures relatives à l'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation. Donc là aussi, c'est quelque chose de nouveau, mais sans doute nécessaire. On le savait pour des questions sanitaires que l'on imaginait bien, et la période de crise sanitaire que l'on vit aujourd'hui le mettrait certainement en exergue, cette nécessité d'améliorer la qualité de l'air intérieur de nos bâtiments, qu'il s'agisse de nos bâtiments résidentiels ou de bureaux tertiaires Nos et lieux de consorts. vie en général, tous nos lieux de vie en général sont Tout à fait. concernés. Et on sait que cette ventilation, ces caractères, je dirais, de grande qualité de la conception et de l'usage des réseaux de ventilation, c'est on va abaisser les niveaux de fuite, deux, on va avoir une meilleure circulation de l'air, trois, on va avoir un brassage d'air important et plus profitable dans le logement. Hein. L'ADEME dit qu'il faut aérer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. On pourrait l'appliquer à une salle de classe entre chaque mouvement d'élèves, on ouvre avant et on ouvre en suivant. Mais également, il ne faut toujours pas oublier qu'une VMC qui fonctionne bien, dont l'air est tiré de manière aisée, fait que le moteur qui entraîne cette ventilation consomme beaucoup moins. Hein, ça peut être des choses assez importantes et colossales au vu de ce que l'on a. Et comme un moteur est censé fonctionner 24 heures sur 24, évidemment, on va retrouver cette consommation à la fin de l'année et ça devient un des postes les plus énergivores du bâtiment, plus on est, je dirais, économe sur les autres. Donc, ça le met plus en exergue et donc ce travail-là, en parallèle, est important. On approche au mot de la fin de cette émission, mon cher Dominique. Par contre, il y a quelque chose qui nous tient à cœur à tous les deux. On parlait de carbone.
il y a plusieurs carbones. Il y a celui qui est stocké par les arbres, il y a celui qui est émis de nos activités, mais également il y a celui, et on en entend parler avec la rentrée des classes qui a lieu aujourd'hui et qui va continuer jusqu'à la fin de cette semaine, on va retrouver quoi? On entend parler des capteurs dans les salles de classe. Alors, un petit point là-dessus, Dominique? Ouais, enfin, disons que je pense qu'il est important, et ça peut sans doute faire peut-être, Nicolas, l'objet complète d'une de vos émissions. On a parlé tout au long de cette émission de carbone dans le cadre de la construction, c'est-à-dire ce carbone atmosphérique qui est dégagé dans l'atmosphère et qui a un impact direct sur le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, il s'agit à la fois d'en diminuer les émissions et de favoriser les éléments de stockage et les éléments de substitution qui permettent de réaliser nos activités humaines en ayant recours à des matériels ou des matériaux qui n'émettront pas de carbone. Donc c'est la somme effectivement de la diminution des impacts, de l'augmentation du stockage et l'augmentation de la substitution. Ça, c'est pour limiter le phénomène de réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre d'une manière générale, qui sont mesurés en équivalent carbone, et c'est ça qu'il est important de comprendre. Et puis, il y a ce qui vous concerne, je dirais plus directement en termes de domaine d'expertise, qui est le CO2 émis par la présence des personnes, par la respiration humaine, et qui peut se concentrer dans des locaux lorsqu'il y a des personnes en nombre, et des locaux qui peuvent être exigus, mal ventilés, ainsi de suite, qui va amener une concentration en dioxyde de carbone. On ne parle pas tout à fait de la même chose, on est bien d'accord. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Par contre, on sait, au vu de différentes études, notamment qui ont été diligentées en Amérique du Nord, aussi en Europe, que dans une salle de classe, si elle est bien ventilée, si on limite le taux de justement de ce CO2 et qu'on fait le nécessaire pour l'évacuer, bah, évidemment, les parties par million pour lesquelles on les mesure ne doivent pas dépasser un seuil de 900. Pour être vraiment dans le confort, hein, puisque de l'extérieur, on est à l'ordre de 380. On peut rentrer un petit peu dans la technique des chiffres. La plupart du temps, quand on est nombreux dans une salle, ça peut monter à 1700. Donc on voit, et quelquefois, on se dit, on est dans la salle, oh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mal au crâne. Non, on n'a pas mal au crâne parce qu'on a beaucoup travaillé. Notre cerveau, il est fait pour ça, et c'est un organe vraiment étonnant et magnifique. Par contre, il est clair que quand il y a trop de CO2, bah oui, on se sent lourd, on se sent vraiment pas à l'aise, et également le taux d'humidité augmente aussi dans l'air. Donc, c'est important de ce renouvellement de CO2. On entend parler de capteurs que tout le monde souhaiterait qu'on voit partout dans les salles de classe. Commençons déjà par un premier point. L'ADEME a été, je dirais, en avant sur ce sujet. On aère 10 minutes avant, 10 minutes par jour le matin dans notre logement, 10 minutes après également le soir. Dans les salles de classe, c'est pareil. N'hésitons pas à ventiler autant qu'il le faut. Et le capteur, finalement, il viendra aussi pour donner une indication, mais rajouter des éléments électroniques qui font des mesures partout pour recréer des produits qui vont peut-être polluer sur l'électronique elle-même, quand on connaît les impacts dans leur cycle de vie un peu plus loin, hein, il faut regarder toujours un peu plus loin, c'est ça qui est intéressant. On va commencer par du bon sens, d'utiliser notre intelligence à notre service tout d'abord. Voilà, bon, cette émission se termine. Dominique, je tiens à vous remercier de votre présence à nouveau sur cette émission. On aurait tellement de choses à dire, on le voit, hein, bien évidemment. Donc, mesdames et messieurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à revoir et à réécouter ce podcast et à le partager tout autour de vous. Hein. Cette émission maintenant arrive presque à 3 ans, donc ça commence à faire une belle période. Elle est toujours aussi suivie. On a toujours tellement de belles choses à faire pour cette qualité de l'air, pour se sentir bien. Respirons en grand ensemble. Je vous souhaite un bon vent, une bonne respiration, mon cher Dominique. Au plaisir de se revoir. Merci à vous, Nicolas. À très bientôt, chers auditeurs. À très vite. Puis, la qualité de l'air, c'est élémentaire, mon cher Nico. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.